D'abord, bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. On inaugure officiellement, je dirais, les bureaux de Orange Middle East and Africa ici à Casablanca. C'est un moment important pour le groupe. C'est l'aboutissement en fait d'une démarche qui a été engagée maintenant il y a quelques années. Ça fait en fait 20 ans que le groupe Orange est présent sur le continent africain. Il a continuellement progressé. Il est rentré dans de nouveaux pays, il a connu une belle trajectoire de croissance et de performance. Nous avons il y a quelques années décidé de créer une entité pour regrouper toutes nos activités sur le continent africain, Orange Middle East and Africa. Donc ça a été la première étape, cette filialisation. La nouvelle étape que nous franchissons aujourd'hui, c'est l'installation du siège opérationnel d'OMEA sur le continent africain. Et on a fait le choix de Casablanca, peut-être on y reviendra, pour installer ces équipes. Donc ici, à terme, il y a environ 80 personnes qui vont s'installer, qui sont déjà en partie installées, et qui regroupent les fonctions de pilotage de nos opérations sur la zone Afrique-Moyen-Orient. Nous avons pris cette décision parce que nous voulons rapprocher les centres de décision de nos marchés, de nos clients, de nos partenaires. Nous l'avons fait dans un pays où Orange est présent en tant qu'opérateur, le Maroc bien sûr. Et nous l'avons fait aussi parce que nous pensons que pour réussir en Afrique, il faut qu'on soit africain, qu'on s'africanise davantage, même si on est OMEA est partie d'un groupe européen et français, qui est le groupe Orange. Tous nos compétiteurs sur le continent africain sont soit des groupes africains, soit présents en tout cas au niveau de leur siège sur le continent africain. Et donc ça va nous permettre là aussi d'être sur un pied d'égalité avec tous ces grands acteurs qui sont, je dirais, à la fois nos collègues et nos concurrents dans la plupart des pays où nous sommes. Donc il y a une portée symbolique et politique aussi dans ce choix très clair qui a été fait. Pour ce qui concerne après Orange en Afrique et au Moyen-Orient, c'est très simple. L'Afrique nous a apporté ces dernières années de la croissance, puisqu'on a enregistré une croissance de nos revenus de l'ordre de 5, 6, 7% par an. Ça dépend des années, mais c'est à peu près la moyenne. Alors que sur le reste des pays du groupe, en Europe, on est sur des marchés beaucoup plus matures, et donc on a des taux de croissance qui sont évidemment plus faibles. Parfois d'ailleurs négatifs, parfois faibles. Les conditions d'exercice de cette activité sont quand même encore très différentes. Donc l'Afrique nous apporte de la croissance, elle nous apporte de l'innovation, et le meilleur exemple de ça, c'est les services financiers sur le mobile, et ce qu'on appelle Orange Money pour nous. C'est vrai que les télécoms ont apporté à l'Afrique un service extraordinaire, qui a d'ailleurs connu un succès fulgurant et qui est utilisé par plusieurs dizaines de millions de personnes aujourd'hui. Les télécoms proposent un service de type bancaire à 2 fois plus de personnes que les banques traditionnelles aujourd'hui en Afrique. Donc on peut dire qu'on a été vraiment des agents de l'inclusion par le mobile banking et par le Orange Money pour ce qui nous concerne, extrêmement puissant. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres domaines aussi où les opérateurs télécoms, et Orange en particulier, peuvent apporter des services innovants et très utiles aux populations. Je pense à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à l'information, au business aussi, à travers de nombreux services, de nombreuses plateformes. L'Afrique étant, de mon point de vue, l'endroit du monde où la technologie, la révolution numérique est la plus spectaculaire en termes d'adoption par la population. On a pratiquement aujourd'hui un Africain, une carte SIM par personne sur le continent africain, et aussi un agent de changement, de rupture dans le développement tout à fait exceptionnel. Regardez ce qui se passe avec le mobile banking, on en a parlé, mais aussi dans des domaines comme l'agriculture ou l'éducation. C'est vraiment l'Afrique est l'endroit où la technologie, nos réseaux, notre connectivité peut vraiment changer la donne du développement.
et permettre d'accélérer, je dirais, dans le développement et dans la capacité à trouver des réponses, des solutions aux grands défis quand même de ce continent, sa démographie, sa jeunesse, son besoin de créer des emplois et d'améliorer globalement tous les services essentiels à la vie. Voilà un peu les raisons de notre présence. C'est une présence de long terme, évidemment. L'Afrique, c'est aussi l'avenir d'Orange, pas seulement les 20 dernières années, c'est surtout son avenir. Donc on a de grandes ambitions sur ce continent pour développer des nouveaux services, pour continuer à croître dans les pays où nous sommes, pour, si possible, continuer à se développer géographiquement sur le continent. Il y a beaucoup d'endroits où nous ne sommes pas encore. Nous pensons avoir un potentiel de croissance dans ce continent énorme, appuyé sur notre marque, qui est très puissante, qui est très forte, qui est une des marques les plus connues sur le continent africain, sur nos investissements et sur, au fond, cette solidarité qui existe aussi entre les différentes composantes du groupe Orange, puisque tout le groupe Orange est derrière son développement en Afrique. La meilleure illustration de cela est la présence aujourd'hui à Casablanca de la totalité de l'équipe dirigeante du groupe qui a tenu à faire ce déplacement pour être à côté de nos collègues d'OMEA. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole à Alioune et puis il essaiera de répondre à vos questions par la suite. Alioune. Merci Stéphane. Donc, juste pour dire que nous sommes à la fois fiers et honorés de t'accueillir en même temps que l'ensemble du comité exécutif d'Orange à Casablanca pour cette inauguration du siège opérationnel d'Orange Afrique Moyen-Orient. Comme l'a dit Stéphane, nous sommes aujourd'hui, nous étions le seul opérateur de cette taille à ne pas avoir un siège en terre africaine. C'est fait aujourd'hui, donc nous sommes présents en Afrique. Et rapprocher nos centres de décision de nos marchés, de nos clients, a beaucoup d'avantages. Et notre ambition, c'est de continuer à être, comme nous l'avons convenu avec Orange, un territoire de croissance pour le groupe Orange, en accélérant sur donc, notre métier classique, qui est de fournir la connectivité à nos clients pour la voix, les données, mais aussi en développant, en accélérant le développement sur le multiservice, avec des ambitions très fortes de croissance des revenus du multiservice, de manière à ce que nous ayons une croissance durable, rentable, et au bénéfice de toutes les parties prenantes, nos clients, les salariés, les actionnaires, les États, dans les pays où nous avons une activité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui. Bonjour, Amine Aboub, je suis journaliste économiste. Je pense qu'Orange est l'un des groupes précurseurs en Afrique en termes de mobile money. Le M-Payment n'est pas encore déployé au Maroc. Alors, quelles sont les raisons objectives qui entravent, sachant que vos concurrents, le troisième opérateur au Maroc, s'apprêtent à lancer des solutions très agressives dès la semaine prochaine? Il a déjà déployé des solutions. Merci. Elliot, oui, merci. Oui. Donc, nous avons obtenu notre licence effectivement d'établissement de paiement au Maroc et nous sommes sur les starting blocks pour lancer et nous allons lancer bientôt. Il y avait une exigence d'interopérabilité au moment de lancer le service et bon, nous discutons avec le régulateur parce que ce n'est pas le cas pour ceux qui ont lancé. Bon, nous préférons être sûrs que nous pouvons lancer dans les mêmes conditions que nos concurrents. En tout cas, il y a une exigence d'interopérabilité au lancement. Mais nous sommes aujourd'hui prêts à lancer et nous lancerons dans le premier trimestre. Il y a d'ailleurs le CEO du Maroc qui est à côté. Et qui pourrait peut-être confirmer. En termes de nouvelle monnaie, on pense que la vitesse n'est pas forcément la clé de la réussite, et c'est plutôt la solidité et la création de l'écosystème qui fait que ça réussit. Parce que si on lance avec un circuit de distribution qui a 90 distributeurs, ça ne marchera jamais. Personne ne va aller faire 50 km pour aller chercher son dirham. Donc ce qu'on pense, c'est qu'on doit lancer au moment où tout est prêt, la plateforme, l'interopérabilité et un réseau de distribution solide. Et c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps. Encore une fois, la vitesse n'est pas la condition du succès, c'est plutôt la fiabilité et le maillage du réseau de distribution. Et pour rajouter un mot sur ce qu'a dit Yves, de tous les acteurs de mobile payment au Maroc, nous sommes peut-être le seul à avoir eu une expérience aussi achevée dans autant de pays
Et donc nous avons quand même des atouts entre notre marque, le réseau de distribution. Et on a une banque en plus Voilà. dans le groupe. Voilà. Quand Donc, même. on Même est plusieurs. quand même- Donc quand on lancera, on sera vraiment prêt. Quel est le bénéfice pour le Maroc, pour Casablanca, de lancer un siège régional en termes de solutions, d'organisation, d'ingénierie, d'infrastructure? C'est quoi le bénéfice? C'est quoi la valeur ajoutée qui sera apportée au marché marocain à travers ce siège régional? Le siège opérationnel en tant que tel n'est pas Orange Maroc, hein. Nous avons une filiale Orange Maroc qui est chargée au Maroc de fournir les services aux clients au Maroc. Je pense que ce que nous apportons, ce n'est pas en termes de solutions aux clients, sauf les solutions que nous apportons par le groupe Orange et par Orange Middle East and Africa, que nous apportons à tout le monde, oui, que nous apportons à tout le monde, qui vont aussi bénéficier au Maroc. L'expérience d'Orange Money dans tous les pays où nous sommes présents va bénéficier forcément à Orange Maroc. Par contre, ce que nous apportons, je pense qu'en termes d'image auprès des investisseurs locaux et étrangers, le fait d'avoir Orange comme investisseur qui non seulement est investisseur au Maroc, mais son siège opérationnel au Maroc, je pense qu'en termes d'image, d'attractivité pour le Maroc, c'est quelque chose de très important. Mamadou Diallo de CIOMAG, pour rebondir toujours dans la même ligne. Aujourd'hui, le Maroc a un taux de bancarisation beaucoup plus élevé que les autres pays africains. Oui. Est-ce que vous pensez que le mobile payment aura un succès tel que vous l'avez connu dans les autres pays africains où vous opérez aujourd'hui? Moi, je pense que ce n'est pas la même histoire, c'est clair. Vous avez tout à fait raison de souligner cette différence. Mais vous savez, on lance aussi des services de banque digitale en Europe, où les taux de bancarisation sont encore bien plus élevés qu'au Maroc. Donc la question, c'est que tout ce domaine, je dirais, de la transaction bancaire, du paiement, est totalement révolutionné par l'arrivée de la technologie, du digital et du smartphone. C'est ce qu'on voit partout dans le monde. Regardez ce qui se passe en Chine. Vous avez aujourd'hui les 2/3 des Chinois qui utilisent comme moyen de paiement le téléphone. Il y a pourtant beaucoup de banques aussi. Donc nous sommes au moment où la révolution numérique, la transformation digitale s'accélère. Elle touche notamment tout ce domaine du paiement. Et que ce soit par des solutions de banque digitale, de banque classique, ceux qui deviennent digitales, ou par l'apparition d'autres solutions, et on en voit fleurir un peu partout, en Europe on en a énormément, on est, nous, convaincus que c'est l'avenir de ce secteur. Alors c'est vrai que le Maroc, d'abord, n'a pas la même situation de départ que, par exemple, l'Afrique subsaharienne, et en plus aborde cette question-là avec quelques années, pas de retard, mais en tout cas de décalage. Ceci d'ailleurs explique peut-être cela. Parce que probablement que les banques qui sont plus installées dans ce pays que dans d'autres pays de l'Afrique n'ont pas tellement aidé, je dirais, à l'éclosion rapide du mobile banking. Voilà. Mais ça, on en est là, on y arrive, et donc ça prendra une forme différente, mais nous, on est convaincus de l'adoption rapide par la population de ces services. Quand on venait de Jeune Afrique, je me posais la question, que signifie la présence et le fait que vous les remerciez de sa présence de Marwan Mabrouk? Parce que la situation en Tunisie a évolué. Bon, je les remercie pas parce que je pense que c'est la moindre des politesses. Il a fait le déplacement de Tunis jusqu'à ici à Casablanca pour être avec nous. Et donc je l'ai remercié vraiment par courtoisie parce que c'est un ami, que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ça a été un partenaire extrêmement fidèle et loyal d'Orange en Tunisie depuis le lancement, depuis 2011. Voilà, j'ai pas de commentaires à faire ni d'informations à apporter sur le reste. Tout le monde connaît l'état du sujet. La seule chose que je dirais, c'est que j'espère qu'on va pouvoir maintenant très rapidement concrétiser le projet qui est le nôtre depuis maintenant un petit moment et qui est de prendre le contrôle de notre activité en Tunisie. Je pense que c'est bien engagé, c'est bien avancé. Il y avait beaucoup d'étapes qu'il fallait franchir, certaines qui incombaient au gouvernement en Tunisie, d'autres
étapes qui incombaient à d'autres institutions, hein, je pense notamment à l'Union européenne. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Je pense qu'on est maintenant vraiment plus loin d'une solution définitive. Au Maroc, les pouvoirs publics et le régulateur sont en train de se préparer à le déploiement de la 5G. Donc le cadre réglementaire est en cours de préparation. Alors que pourra apporter la 5G à un marché comme le Maroc en termes d'accélération, de gisement de croissance, de business et de solutions? Alors quel est le potentiel, à votre avis, pour Orange sur la 5G au Maroc? La 5G, c'est fondamentalement une technologie qui va permettre d'abord d'absorber l'explosion des trafics de l'Internet mobile, parce qu'on déploie de la 4G, on augmente la pénétration des smartphones, les usages se développent, les réseaux donc sont de plus en plus utilisés. On voit en Europe commencer à arriver des problèmes de saturation et de congestion de réseau. Donc on a déjà besoin de la 5G pour des problèmes d'écoulement du trafic et d'absorption de l'explosion des usages. Ça, c'est la première chose. Et ce sera le cas au Maroc, bien évidemment aussi, notamment dans les grandes villes. Pas demain matin, mais à terme, en tout cas, on en aura besoin pour des raisons capacitaires. Ensuite, la 5G, c'est une technologie qui a été conçue pour accueillir la nouvelle vague, si on peut dire, de la révolution digitale, et qui est essentiellement liée aux objets connectés. Donc, on va avoir progressivement une massification des objets connectés qui vont pénétrer absolument tous les domaines de la vie, et donc il faut une connectivité pour leur permettre de fonctionner, une connectivité performante, pas chère, et économe également en énergie. Très important. Toutes ces conditions sont satisfaites par la 5G. Ça sera un des grandes avancées que la 5G va apporter. La 5G, ça va être aussi un catalyseur, de mon point de vue, pour beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs, pour aller vers plus de digitalisation dans leurs produits, leurs services, les relations, les interactions avec leurs clients, les objets connectés, j'en ai parlé. Donc il y a tout un volet B2B dans la 5G qui va être co-construit entre les opérateurs et les industriels. C'est la voiture autonome, c'est l'usine 4.0, bien entendu. Vous voyez, une usine dans laquelle vous avez aujourd'hui des robots, les usines les plus modernes qu'on peut avoir dans le monde, qui sont très très robotisées, elles supposent aujourd'hui des réseaux de communication à l'intérieur des sites industriels qui sont des réseaux filaires, des réseaux avec des couloirs de câbles considérables. La 5G va permettre de supprimer tout ça, donc d'avoir des robots complètement autonomes. Et surtout, la 5G, ça va être l'avènement du temps réel. C'est-à-dire que vous allez avoir, grâce à la 5G, la possibilité de faire converger des masses considérables de données en quelques millisecondes. Et je vais vous citer un exemple de cela. Un ouvrier dans une usine, demain, grâce à la 5G, un ouvrier de maintenance, par exemple, aura des lunettes connectées, mais sans fil, connectées par de la 5G. Ces lunettes lui permettront d'avoir devant ses yeux toute une série d'informations en temps réel sur, par exemple, un certain nombre de paramètres d'une machine ou d'un flux de production, et lui permettront d'intervenir de façon beaucoup plus ciblée, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide pour résoudre des problèmes de production. D'ailleurs, d'une façon générale, tout ce qui est autour de la réalité augmentée, la réalité virtuelle pour d'autres usages, plus ludiques, disons, hein, mais ce sont des domaines qui vont connaître une accélération foudroyante avec la 5G, parce que la 5G va permettre là, de s'affranchir de... Ça va tuer plein d'emplois aussi. Pardon ? Ça va tuer plein d'emplois. Ça va tuer plein d'emplois qui vont disparaître. Je crois pas, si vous voulez. Alors, il peut y avoir un débat sur l'intelligence artificielle, peut-être, parce qu'il y a la question de la substitution homme-machine, même s'il y a beaucoup à dire sur le sujet. La 5G ne va pas tuer d'emplois, je ne crois pas, au contraire. Au contraire, elle va aussi permettre d'améliorer l'efficacité et la performance de beaucoup de productions. On a parlé de l'usine 4.0. La 5G ne va pas entraîner de la substitution de l'homme par la machine. Elle va faciliter, je dirais, peut-être plus la cohabitation de l'homme et la machine. Pour moi, c'est plutôt ça. Tout
Tout à l'heure, vous avez évoqué qu'en quelques années, vous êtes passé de 5% à 13% du chiffre d'affaires par rapport à l'Afrique, en pilotant les choses à distance, à partir de l'Europe. Maintenant que vous partez en Afrique, quels sont les objectifs que vous assignez à moyen et court terme? De continuer la croissance. Vous savez, oui, on s'est fixé un objectif d'être au moins à 20% déjà du chiffre d'affaires du groupe en 2025, qui est le terme du plan qu'on vient de lancer. Cela dit, ce chiffre peut aussi beaucoup évoluer si on fait des opérations de croissance. Voilà, on sait qu'on a des opportunités, donc on sera peut-être à 30%, je ne sais rien. Hein. Mais si on ne regarde que la croissance organique qu'on pense pouvoir faire sur les pays où on est aujourd'hui, on devrait mécaniquement passer autour de 20% dans quelques années. On va peut-être aller un peu là-bas. Concernant le choix de Casablanca Finance City, quels avantages vous avez en étant ici? C'est nouveau au Maroc, ça fait pas très longtemps que c'était ouvert. Donc quels avantages vous avez? Et si tout à l'heure vous parliez d'une portée politique, de vous installer ici à Casablanca, qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici et qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie comparé à un choix que vous auriez pu faire à Dakar, Abidjan ou Dakar? Je vais répondre à la deuxième question. Je laisserai Yves peut-être expliquer pourquoi ce site ici, qu'est-ce que ça apporte, si tu veux bien. Mais je réponds à la deuxième question. Quand je dis portée politique, c'est d'abord une portée politique africaine, pas marocaine. Je pense que pour un groupe comme Orange, implanter le siège de ses activités africaines en Afrique, c'est un message fort. De même que choisir un grand professionnel africain qui est à Lyon, ici présent, pour diriger l'ensemble de nos activités en Afrique, c'était aussi un message fort. Parce que c'est une reconnaissance de sa compétence, mais c'est aussi, je dirais, un message qu'il y a derrière. Donc voilà, pour moi c'est ça le message politique essentiel. Par rapport aux autres pays d'Orange, on s'est évidemment posé la question. L'intérêt du Maroc, c'est que c'est un pays où on est présent, mais c'est pas non plus le pays, un des gros pays encore. Ça va changer sûrement, mais en termes de taille de la zone. C'est un pays où en plus on a une présence avec des partenaires marocains très solides, mais qui ne sont pas étatiques, qui ne sont pas l'État. Vous voyez bien que si on était allé à Dakar, choix qui pouvait tout à fait se justifier, je pense qu'on aurait eu un certain nombre de soucis avec nos amis ivoiriens, parce qu'on est aussi très fort en Côte d'Ivoire. On a l'État ivoirien aussi qui est à côté de nous. Je pense que politiquement, ça aurait été compliqué de l'expliquer, et inversement. Donc, c'est vrai que le Maroc s'est un peu imposé comme une solution raisonnable, une solution d'équilibre, qui nous permet d'être sur le continent africain, tout en, voilà, je dirais, évitant peut-être les inconvénients qu'il peut y avoir sur d'autres localisations. Sur financier. Sur les avantages, moi je ne peux pas trop répondre, c'est plutôt à eux. Moi, je peux simplement me réjouir d'avoir 100 clients de plus. C'est quand même toi qui as salué. On peut dire. En fait, il faut faire la différence entre Orange Maroc et puis le siège opérationnel. Orange Maroc est dans des relations avec le gouvernement du Maroc et négocie les conditions de son exploitation, comme nos 17 autres filiales négocient avec les gouvernements des pays où ils sont présents. Donc, être à CFC, il y a des bénéfices du Code des investissements qui sont accordés à toutes les entreprises qui sont sur le régime CFC et dont on va bénéficier. S'ils changent demain, ils changeront pour tout le monde. Mais ce n'est pas l'élément clé pour prendre la décision d'être au Maroc ou de ne pas y rester. Vous a aussi intéressé, j'imagine. Non, c'était marginal pour nous, parce qu'on n'a pas une activité commerciale en tant que telle dans le pays. Alors, Sébastien Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Merci de votre accueil. Vous avez mentionné à plusieurs reprises le potentiel de croissance géographique que représentait le continent africain, et notamment le fait que la croissance organique vous permettait d'atteindre 20% du chiffre d'affaires en 2025, et qu'en faisant des opérations des deals, vous pourriez atteindre 30%, donc ça veut dire 4 milliards de chiffre d'affaires en plus. Où ils sont ces réservoirs de croissance géographique? Quelles sont les pistes aujourd'hui? Vous savez, on est présent dans 18 pays du continent et il y en a 54. Donc on peut dire qu'on a encore de la marge. Voilà. Bon, il y a des sujets qui sont bien connus. Je pense notamment à l'Éthiopie, peut-être vous allez m'en parler, où là, il y a une ouverture
Il va y avoir une compétition très forte, mais on a, nous, l'intention d'y jouer notre carte. Donc l'Éthiopie, c'est 100 millions d'habitants. C'est un des pays les plus peuplés du continent. Il y a beaucoup à faire. Si on arrive à rentrer en Éthiopie, il est clair que ça peut être pour nous, je dirais, un développement tout à fait majeur. On n'y est pas. Comme je vous le dis, ça va être une compétition très dure, très forte, certainement. Mais en tout cas, on sera présent dans cette compétition. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup d'opérateurs. Il ne faut pas avoir l'illusion que l'Afrique est un continent où il y a peu d'opérateurs. Il y a beaucoup d'opérateurs. L'Afrique ressemble davantage à l'Europe en termes de densité du nombre d'opérateurs qu'à l'Asie ou même qu'à l'Amérique. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a plus de 200, je pense, opérateurs sur l'ensemble du continent africain. Donc il y a un certain éparpillement du secteur, ce qui veut dire qu'on pourra voir peut-être en Afrique des consolidations arriver. D'ailleurs, nous-mêmes, on en a fait une en RDC, puisqu'on a racheté un de nos concurrents en RDC, et ça peut être aussi un moyen de croître par de la consolidation à l'intérieur des pays. Et si on a des possibilités de le faire, ça, certainement qu'on le regardera. Bon, et au-delà de ça, il y a des pays, je dirais, des pays importants aussi, il y a des économies importantes africaines dans lesquelles nous ne sommes pas présents, pour des raisons historiques aussi, et que nous regardons, que nous surveillons, que nous analysons en permanence. Je ne vais pas ici vous apporter d'informations particulières, mais c'est clair que si on a une opportunité de rentrer dans un des grands pays, des grandes économies africaines où nous ne sommes pas aujourd'hui, on l'examinera sérieusement. On a régulièrement entendu parler dans l'élection autour de la possible ouverture du capital avec le lot de Oui. Où en sont ces réflexions à l'heure actuelle? Bon, la situation, c'est qu'on a un véhicule Orange Middle East and Africa dans lequel on est à 100% Orange, mais que sous Orange Middle East and Africa, on a un certain nombre de filiales dans lesquelles on a des partenaires minoritaires. Donc on peut dire qu'on a déjà ouvert le capital assez largement de beaucoup de sociétés qui font partie d'OMEA. C'est le cas ici au Maroc, c'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas au Sénégal et dans d'autres pays. Ce qu'on a décidé de faire il y a quelques mois, c'est de travailler sur un projet d'introduction en bourse de Orange Middle East and Africa. Il y a tout un travail technique qui a été fait par nos équipes internes, avec des conseils également, pour examiner la faisabilité et l'intérêt d'une opération de ce type. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on a une vision à peu près claire de la question. On n'a pas pris de décision, c'est clair. Cette décision, elle ne sera prise que, je dirais, en fonction de l'analyse qu'on fera à la fois des perspectives de valorisation, des conditions de marché, et également de conditions externes, d'éléments externes. Typiquement, si on avait une opération de croissance externe importante, ça pourrait accélérer la décision de recourir à une cotation. Voilà, donc je dirais on est en stand-by, on est techniquement prêt, presque prêt, on a encore un peu de travail à faire, mais on sera prêt courant 2020, ce qui ne veut pas dire qu'on va procéder à cette opération nécessairement cette année. C'est pas fixé de calendrier, mais c'est pour nous une option, c'est une carte qu'on voulait avoir dans notre jeu, on va l'avoir là dans quelques mois, et ensuite on verra si on décide de l'actionner en fonction d'autres éléments. Parmi les paramètres, est-ce que le lieu de cette éventuelle introduction en bourse a d'ores et déjà été décidé ou pas? Non, ça a été regardé de près, bien sûr. Ça serait en tout état de cause une double cotation sur une place occidentale, probablement européenne, et une cotation sur une place africaine. Les places africaines susceptibles d'accueillir un véhicule aussi important que OMEA, il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà, donc je vous laisse voir de quoi on parle. Mais ça fait partie, bien sûr, de l'étude qui a été faite. Malik Diawara, Point Afrique. Je
voulais savoir comment vous faites pour continuer à travailler avec Huawei. Comment vous faites pour éviter les foudres américaines en continuant à travailler avec Huawei? Écoutez, les foudres américaines, d'abord, sont récentes, hein, parce que jusqu'à il y a 6 ou 8 mois, tous les opérateurs ont travaillé avec Huawei sans problème particulier. Donc c'est une situation nouvelle qui concerne toute l'industrie mondiale, pas spécialement Orange. D'ailleurs, il y en a d'autres que nous qui sont beaucoup plus concernés d'ailleurs que nous. Il y a un certain nombre d'actes qui ont été décidés par les États-Unis, dont aucun jusqu'à maintenant n'a une portée définitive par rapport à Huawei. Il y a eu des moratoires, il y a eu des prolongations. On est quand même dans une situation qui est ambiguë, je dirais, aujourd'hui. On connaît le discours, mais sur un strict plan de la légalité, rien n'empêche aujourd'hui aucun opérateur dans le monde de travailler avec Huawei, du fait de la réglementation américaine. Peut-être ça va changer, mais pour l'instant, c'est ça. Je parle là des réseaux. Parce qu'il y a deux sujets sur Huawei, il y a les réseaux et il y a les terminaux. Là, je parle que des réseaux. Les terminaux, c'est un problème différent. C'est le problème de l'utilisation d'Android par Huawei. Bon, je dirais là, nous, en tant que distributeur de terminaux, on préfère avoir une offre plus large et donc des terminaux Huawei. Si jamais il n'y en a pas, il y a beaucoup d'autres fabricants. C'est pas du tout la même question. Donc aujourd'hui, cette question de Huawei, elle est examinée pays par pays, en fonction aussi des réglementations qui peuvent exister dans les pays. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays Orange dans lesquels nous sommes interdits de travailler avec Huawei? Non. Non. Il n'y en a pas. Il y a des pays qui peuvent exprimer des sensibilités plus ou moins fortes sur le sujet, mais on n'a pas d'obstacle de ce type aujourd'hui. Et en particulier pas en Afrique d'ailleurs. Mais pas en Europe non plus. Vous voyez, en Espagne par exemple, on a une partie du réseau mobile qui a été construit avec Huawei et qu'on a l'intention de poursuivre d'ailleurs avec Huawei. On n'a aucun problème avec le gouvernement espagnol. Voilà. Plus généralement, si vous voulez, moi je crois que cette question, elle pose indirectement la question de l'indépendance aussi de l'Europe, en particulier par rapport aux États-Unis sur ces sujets-là. Et finalement, à la place que l'Europe veut avoir, coincée entre les États-Unis et la Chine. Bon. Donc, voilà, j'en dirai pas plus, mais nous, on a une approche qui est pragmatique, on considère pays par pays la situation. Il est probable que dans les années qui viennent, je dirais, le flux d'affaires qu'on aura avec Huawei diminuera, probablement, parce qu'il y a ce contexte-là. Bon, tant qu'il est ce qu'on connaît, peut-être ça va changer aussi. Le jour où il y a un accord aussi commercial, peut-être, entre les États-Unis et la Chine, cette question-là évoluera. Peut-être, peut-être pas, puisque c'est des raisons de sécurité aussi qu'on avance pour ce sujet-là. Mais bon, voilà, je dirais, pour moi, la ligne directrice d'Orange, mais aussi de toute l'industrie, puisque peut-être vous le savez, je suis le président aussi de la GSMA, qui est l'organisation mondiale de l'industrie. Donc c'est un sujet dont on parle beaucoup au niveau des 750 opérateurs du monde. C'est quand même de progresser vers une forme d'indépendance ou de non-dépendance des opérateurs par rapport à tous les équipementiers, Huawei et les autres. Ça pour nous c'est très important, donc on a développé un certain nombre de programmes pour cela. Nous on voudrait progressivement s'affranchir d'une certaine dépendance technologique qu'on peut avoir vis-à-vis des équipementiers, et c'est ça l'aide. Au Maroc, il y a un sérieux problème lié au partage des infrastructures. C'est un problème qui s'explique notamment par des contraintes par rapport aux instances réglementaires qui sont parfois inopérantes. Alors, que vous inspire ce problème et quelles sont les possibilités pour résoudre cette équation qui a quand même duré plusieurs années? Alors là, pour le coup, c'est... C'est certain qu'il faut partager les infrastructures, il faut que soit il y ait un renforcement du régulateur, soit une volonté des opérateurs. Mais je crois plus à la volonté des opérateurs qu'à la régulation pour forcer au partage. Je crois que le fait d'avoir à investir énormément sur les nouveaux sites, et notamment pour la 5G, pour même la 4G, fait que
devant la difficulté d'installer des nouveaux sites, je pense que les opérateurs ont de toute façon intérêt à partager les infrastructures. Donc c'est vrai que par le passé, le Maroc n'est pas un exemple flagrant de partage d'infrastructures. Je pense que c'est dû aussi à la répartition des parts de marché. Mais je crois sincèrement que dans le futur, notamment j'espère avec un opérateur qui a à peu près notre taille, que nous arriverons à partager de façon significative nos infrastructures. En attendant, c'est les frères Dalton. Pardon ? En attendant, c'est les frères Dalton. Oui, parce que je cite souvent l'exemple des Dalton, quand ils s'ébattent, chacun creuse son tunnel. Et alors, je dis, nous les opérateurs au Maroc, on est comme les Dalton, on creuse chacun notre tunnel. On pourrait creuser un seul tunnel, mais bon, ça arrivera peut-être un jour. Je rajoute juste un point sur Huawei, quand même, pour compléter la réponse. On a mis en place dans tous les pays du groupe ce qu'on appelle des Business Contingency Plans, c'est-à-dire un accord avec Huawei qui nous permettent de faire face à une éventuelle rupture d'approvisionnement, si jamais elle devait arriver, sans dommage, je dirais, pour nos opérations. Donc on a mis en place ces plans, notamment en augmentant beaucoup le niveau des stocks de pièces détachées, pour parer, je dirais, à toute éventualité. Question pour M. Ndiaye, où en est le lancement de Orange Bank dans la zone UNOA et qui sera choisi pour diriger l'entité? Donc on a eu l'agrément de la Banque centrale donc, pour la banque et le projet est en cours, le conseil est mis en place, les organes de gouvernance sont mis en place, le directeur général est nommé et on compte démarrer les activités dans le plan du premier semestre 2020 en commençant par la Côte d'Ivoire et après il y aura le Sénégal, le Burkina, le Mali. On peut savoir qui est le DG. On l'a annoncé, ça? Oui, je pense qu'on l'a annoncé. Hein. Je n'ai pas le nom en tête, mais c'est un ancien de BNP Paribas qui était le DG de la filiale BNP Paribas en Côte d'Ivoire. Mais je vous donnerai le nom tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on... Une dernière question. Par rapport à l'arrivée de fruits en Afrique. Par rapport à L'arrivée de fruits en Afrique, donc on voit oui. qui était mené en France, qui se développe sur le terrain africain. Peut-être qu'ils sont appelés à se développer dans d'autres pays. Comment vivez-vous cette concurrence rude, notamment au Sénégal? Bon, écoutez, nous on a un avantage, c'est qu'on les connaît. Hein. Voilà. On les connaît bien même, d'ailleurs. Donc je dirais, on s'est préparé à cela. Comme en France, il y a quelques années, on s'est préparé à l'arrivée de Free dans le mobile, qui a été quand même un choc majeur pour l'industrie. On s'y est préparé, on a fait des exercices assez approfondis pour mettre en place un certain nombre d'actions. Ça a commencé bien avant d'ailleurs leur arrivée. Donc moi, je vous dirais, j'estime qu'on est prêt. J'estime qu'on a les bonnes réponses. Bien sûr, chaque fois qu'un phénomène comme celui-là arrive, il y a une onde de choc. Hein, il y a un engouement au départ, etc. Puis l'expérience montre, je regarde la France, que ça dure pas très très longtemps parce que les gens reviennent aussi aux fondamentaux, la qualité du réseau, la disponibilité du service, la qualité de la relation client, le maillage, la fiabilité, enfin toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on a vu en France. Les opérateurs en France ont perdu beaucoup de clients dans les 3 premières années, ils les ont intégralement récupérés après. Voilà, donc je ne suis pas en train de minimiser la chose, hein. C'est une rupture de marché qui est importante, on est dedans, mais je dirais simplement que, je crois qu'on est bien préparé à encaisser cela et à réagir, bien entendu. Et 2, on a cet avantage d'avoir une expérience, je dirais, dans ce domaine. Après, il y a peut-être juste un point que je voudrais souligner, c'est que dans un marché comme les télécoms qui est très régulé, où il y a nécessairement un petit nombre d'acteurs, tout ce qui sert la concurrence, y compris l'arrivée d'un nouvel acteur qui casse les prix, qui a des modèles différents, c'est tout à fait acceptable, ça peut se comprendre, ça met tout le monde sous pression, mais bon, c'est la règle du jeu. Ce qui n'est pas acceptable, c'est la concurrence déloyale.
C'est-à-dire, c'est rentrer dans un marché avec des règles différentes. Obtenir des avantages que les autres n'ont pas eu. Et ça, c'est là-dessus qu'on sera vigilant, parce que nous, on est pour la concurrence, à condition qu'elle soit équitable, et que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et chaque fois qu'on verra, ça a été le cas en France, un peu, pas beaucoup d'ailleurs, mais ça peut être le cas au Sénégal. Chaque fois qu'on verra que cette équité n'est pas respectée, là par contre on sera plus agressif. Je reviens en donc une forte progression du parc mobile, on parle de 127%, une bonne connectivité, 44 millions d'abonnés mobiles. En même temps, il y a une forte pénétration, mais en même temps, il y a la compression des marges. Les revenus sont de plus en plus insignifiants. Alors, quelles sont les possibilités, les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour maximiser les revenus? On fait quand même de la croissance de nos revenus. Hein. Oui. Oui, on fait de la croissance sur leurs revenus. Alors, ils ne sont pas insignifiants. Non, certes, la marge, on arrive à la maintenir. Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, les coûts réseau, du fait de la multiplicité à la fois des fréquences, des redevances de fréquences et des sites, fait qu'il y a une pression sur les marges qu'on essaie de compenser par ailleurs. Mais si on regarde nos résultats sur les années passées, la marge, le taux de marge a été préservé, voire légèrement augmenté plus que les revenus. Les revenus ont progressé. Donc, il y a encore, bien sûr, de la marge pour la progression, et notamment pour nous, dans les nouvelles activités sur la fibre, on fait beaucoup de fibres. On fait du haut débit mobile, au débit fixe, en technologie wireless avec du TDD. Donc on pense qu'il y a encore des fortes possibilités de croissance, notamment sur les fixes, que ce soit en technologie fibre ou en technologie wireless. On peut prendre une dernière question. S'il y en a. Hein. S'il y en a, s'il n'y en a pas. Non. Allez, peut-être une dernière revenir question. sur la question de la concurrence loyale ou déloyale. Ouais. Au Sénégal, pour le coup, est-ce qu'il y a déjà eu des manœuvres que vous considérez comme déloyales et est-ce qu'il y a des contentieux qui sont en cours? Oui. Oui, disons que ce qui s'est passé, c'est que Orange avait des offres qui étaient très intéressantes pour les clients et qu'en juillet dernier, le régulateur a demandé de les retirer du marché. C'est une offre à 100 francs CFA qui permettait d'appeler 10 minutes. C'est une offre qu'on faisait avec un partenaire master distributeur qui s'appelle Kiren. Donc le régulateur nous a demandé de l'enlever en disant c'est pas rentable. Parce que effectivement, si les 10 minutes sont des appels vers nos concurrents, avec le niveau de reversement aux concurrents, ça peut ne pas être rentable. Mais par contre, nous avons, nous, connaissance de la structure des appels de nos clients. Et nous savons, compte tenu de la répartition des appels entre le réseau Orange, les appels on-net sur Orange et vers les concurrents, que c'est rentable. Tout ça pour dire que donc, ils nous l'ont fait retirer parce que c'est pas rentable. Et ce qui s'est passé, c'est que début octobre, Free a quand même lancé des offres qui étaient exactement et encore moins rentables du point de vue du modèle du régulateur que ce que nous avions lancé. Plus aussi des offres qui violaient la loi, parce que la loi prévoit qu'on ne peut pas discriminer des OTT. Vous ne pouvez pas, en tant qu'opérateur au Sénégal, au vu de la loi, dire que vous faites des conditions plus avantageuses pour WhatsApp et vous ne le faites pas pour les autres. Donc c'est interdit par la loi. Donc il y avait ces deux... Ce que Free a fait. Hein. Voilà, ce que Free a fait au Sénégal. Donc là, on a fait un recours. Là, on a fait un recours auprès du régulateur qui a mis en demeure Free d'arrêter cette offre. Et Free a mis 1 mois à l'arrêter. On a fait des constats d'huissier chaque semaine pour rappeler que ce n'est pas fait. Et là, ils viennent de l'arrêter en début de cette semaine. Voilà. Bon, c'est la petite guéguerre, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Plus dans le monde des télécoms. Oui, pas toujours brillant. Mais... Ouais. Merci Okay, Stéphane, merci merci à beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.